douleur alors que j'essayais de me relever et que les chaussures des infirmières couinaient sur le sol en se précipitant vers moi. Cela faisait seulement 3 jours que j'étais sortie du bloc opératoire quand mon beau-père a décidé que je faisais semblant d'être faible. Je m'appelle Chloé Dubois, j'ai 29 ans, et jusqu'à ce moment précis sur le sol de l'hôpital, je pensais savoir à quoi ressemblait le fond du gouffre, mais j'avais tort. Tout a commencé lorsque Gérard, mon beau-père depuis 3 ans, a fait irruption dans ma chambre d'hôpital ce matin-là après mon appendicectomie d'urgence, vous savez, ce genre d'opération où l'on vous dit après coup que vous étiez à 2 heures près d'une issue fatale. Le chirurgien m'avait dit que j'avais eu de la chance qu'il l'ait pris à temps, mais ce mot « chance » allait revenir me hanter d'une manière inattendue. Gérard se plaignait déjà des frais d'hospitalisation et des dépassements d'honoraires avant même que je ne sois complètement réveillée de l'anesthésie, tandis que ma mère restait assise silencieusement dans un coin, comme elle le faisait toujours quand Gérard s'énervait à propos de l'argent, ayant développé cette compétence de devenir presque invisible, se recroquevillant sur elle-même dès que sa voix montait d'un ton, 3 années de pratique ayant fait d'elle une experte pour disparaître tout. En restant dans la pièce. Ce matin-là, il était entré dans une de ses rages habituelles, son visage virant à cette teinte violette qui me rappelait ces betteraves que personne n'aime vraiment mais que tout le monde fait semblant de manger parce que c'est sain, et il n'arrêtait pas de dire que je devais commencer à gagner ma vie, que son argent durement gagné n'allait pas entretenir une parasite, alors que je cumulais 2 emplois avant que mon appendice ne décide de faire sa crise et que je payais un loyer pour vivre. Dans la maison de mon enfance depuis que Gérard avait emménagé et décidé qu'il était le roi du château. Quand je lui ai dit que je ne pouvais pas encore travailler, les ordres du médecin étant d'au moins 2 semaines de convalescence, c'est là que c'est arrivé, la gifle est partie si fort et si vite que je ne l'ai même pas vu venir. L'instant d'avant j'étais calée dans le lit d'hôpital, l'instant d'après j'étais par terre, mon pied à perfusion s'écrasant avec moi et la machine à laquelle il était relié hurlant sa protestation électronique, le goût métallique remplissant ma bouche tandis que mes mains tremblaient, non pas de peur, mais du choc de la situation. Gérard se tenait au-dessus de moi, sa chevalière de champion de la Ligue de bowling régionale, celle dont il ne cessait de parler depuis sa victoire en 2019, m'avait ouvert la lèvre quand il m'avait frappé, et il criait que je devais arrêter de faire semblant, arrêter d'être dramatique et arrêter de lui coûter de l'argent. L'ironie ne m'a pas échappé qu'il créait lui-même une scène assez dramatique, surtout quand 2 infirmières, un agent de sécurité et finalement 3 policiers se sont précipités à l'intérieur. Vous auriez dû voir le visage de Gérard quand ces officiers sont entrés, il est passé de la rage pourpre à une pâleur livide plus vite que sa Porsche d'occasion dont il prétendait qu'elle pouvait passer de 0 à 100 en 4,2 secondes, bien que nous sachions tous qu'il ne l'avait jamais testé parce qu'il était trop radin pour gaspiller l'essence. Il a immédiatement commencé à essayer d'expliquer que tout cela n'était qu'un malentendu, qu'il essayait juste de me donner une éducation à la dure, disant que les jeunes d'aujourd'hui avaient besoin de discipline, m'appelant gamine alors que j'approchais de la trentaine. La capitaine Lefebvre, une femme qui avait l'air d'avoir vu assez de cas de violence conjugale pour en écrire un livre, n'a pas cru un mot de ce que Gérard racontait, elle m'a jeté un coup d'œil sur le sol, du sang sur ma blouse d'hôpital, les infirmières vérifiant frénétiquement mon incision, et sa mâchoire s'est serrée d'une manière qui signifiait que quelqu'un allait passer une très mauvaise journée, et pour une fois, ce n'allait pas être moi. Ma mère a finalement retrouvé sa voix, mais seulement pour défendre Gérard, expliquant à quel point il était stressé par toutes les factures médicales, les mots sortaient de sa bouche mais ses yeux racontaient une autre histoire, il y avait quelque chose là-dedans, de la peur peut-être ou juste un épuisement total après 3 ans à marcher sur des œufs. Elle avait vieilli de 10 ans depuis son mariage avec Gérard, et pas de cette façon gracieuse que certaines personnes ont, c'était le genre de vieillissement qui vient d'une inquiétude constante et de ne jamais savoir quelle humeur franchirait la porte chaque soir. Madame Nguyen, ma compagne de chambre âgée qui se remettait d'une opération de la hanche, appuyait sur son bouton d'appel à répétition, exigeant de faire une déposition, car à 83 ans, elle n'avait aucune patience pour ce qu'elle appelait les hommes qui pensent que leur poing les rend importants, elle qui avait survécu à des épreuves terribles au Vietnam et n'allait pas rester silencieuse pendant qu'un raté du bowling terrorisait une jeune femme. Gérard n'a pas particulièrement apprécié d'être traité de raté du bowling, car cette ligue était essentiellement toute sa vie sociale et son identité en dehors de nous rendre la vie misérable. La police a fait sortir Gérard de l'hôpital, mais il ne pouvait pas le faire sortir de nos vies, pas encore du moins, et il était de retour à la maison avant même que je ne sois sortie, agissant comme si de rien n'était.
Maman est venue me chercher seule, inventant des excuses sur le fait que Gérard devait travailler, mais nous savions toutes les deux qu'il était probablement à la maison en train de polir cette stupide Porsche et de se dire qu'il était la victime dans tout ça. Laissez-moi revenir en arrière et expliquer comment nous en sommes arrivés là, car personne ne commence par vivre avec quelqu'un qui pense qu'il est acceptable de vous gifler dans un hôpital. Gérard était entré dans nos vies comme le font la plupart des prédateurs, déguisés en sauveurs. Avant de continuer, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de me dire dans les commentaires d'où vous regardez et quelle heure il est chez vous, merci. Il y a 3 ans, maman croulait sous les dettes laissées par la maladie de mon défunt père, papa avait combattu le cancer pendant 2 ans avant qu'il ne l'emporte, et même avec la sécurité sociale et la mutuelle, les pertes de revenus et les frais annexes étaient astronomiques. Je travaillais dans la vente et en freelance comme graphiste, contribuant ce que je pouvais, mais c'était comme essayer d'écoper le Titanic avec une tasse à café. Puis Gérard est apparu au club de lecture de maman, invité par quelqu'un, prétendant être un homme d'affaires prospère qui venait d'emménager pour le charme de la province. Il conduisait cette Porsche, portait des vêtements qui semblaient chers mais que j'ai appris plus tard être des contrefaçons achetées dans des magasins d'usine, et semblait avoir des solutions à tous nos problèmes. La cour a été un tourbillon, 6 mois entre la rencontre et le mariage, il a promis de s'occuper de tout, d'être l'homme de la maison. Nous avons raté les signaux d'alarme, il y avait plus de drapeaux rouges qu'un défilé du 14 juillet, mais quand vous êtes désespéré, vous devenez daltonien. Il a emménagé immédiatement après le mariage, et c'est là que le vrai Gérard a commencé à se montrer. D'abord, c'était de petites choses, il devait être ajouté au compte bancaire de maman pour aider à gérer les finances, puis il l'a convaincu de le mettre sur l'acte de propriété de la maison pour des raisons fiscales, disait-il. Mes indemnités d'invalidité suite à un accident de voiture que j'avais eu il y a 5 ans devaient aller sur le compte du ménage qu'il contrôlait pour des raisons de budget. Je travaillais 2 emplois malgré ma douleur chronique, mais d'une manière ou d'une autre, nous étions toujours fauchés, toujours en retard, toujours obligés de nous serrer la ceinture alors que la Porsche de Gérard ne manquait jamais une révision. J'ai commencé à remarquer que des choses disparaissaient, pas des objets de valeur car Gérard était plus malin que ça, mais des papiers disparaissaient. Des factures médicales s'évaporaient avant que je puisse les examiner, des documents d'assurance se perdaient mystérieusement par la poste, et quand je posais des questions, Gérard me tapotait la tête comme si j'étais une enfant confuse et me disait qu'il gérait tout, que je ne devrais pas m'inquiéter avec ma jolie petite tête. La condescendance dégoulinait de ces mots comme du sirop, écœurante, douceâtre et tout aussi fausse. Madame Tran, ma voisine, pas la même dame qu'à l'hôpital, celle-ci faisait les meilleurs nems du département, a essayé de nous avertir, elle avait vu Gérard crier sur maman dans le jardin, l'avait vu frapper le mur si fort qu'il avait laissé un trou qu'il m'avait obligé à reboucher et à peindre, mais elle avait peur aussi car Gérard avait une façon de faire savoir aux gens qu'il savait des choses sur eux, où ils travaillaient, où leurs enfants allaient à l'école, à quelle heure ils promenaient leurs chiens. Rien d'explicitement menaçant, juste assez pour mettre tout le monde mal à l'aise. Le schéma est devenu plus clair après mon opération. Pendant que j'étais allongée dans ce lit d'hôpital, j'ai eu le temps de penser, d'assembler les pièces. La rage de Gérard à propos de l'argent n'était pas aléatoire, elle était calculée. Chaque fois que j'étais sur le point de comprendre nos finances, il y avait une crise. Chaque fois que maman commençait à poser des questions, elle tombait soudainement malade avec de mystérieux problèmes d'estomac qui la clouaient au lit et la rendaient dépendante. Chaque fois que j'économisais assez d'argent pour potentiellement déménager, il y avait une urgence qui vidait mes économies. L'infirmière qui a géré ma sortie, Sandrine, a glissé quelque chose dans mes papiers quand Gérard ne regardait pas, c'était une petite carte pour une ligne d'écoute sur les violences conjugales cachée entre les instructions pour les soins de la plaie et l'ordonnance. Elle n'a rien dit, a juste serré ma main et m'a lancé un regard qui disait qu'elle avait déjà vu ça trop souvent. La carte avait un site web, et tard le soir quand Gérard était à sa ligue de bowling et que maman dormait, j'ai commencé à lire, les schémas décrits étaient comme lire mon propre journal intime si j'avais été assez honnête pour en tenir un. 2 semaines après le début de ma convalescence, Gérard a commis ce qui allait s'avérer être sa plus grosse erreur en allant à un tournoi de bowling à Deauville, un événement de 3 jours dont il parlait depuis des mois. Il avait même pris de l'argent dans le fonds d'urgence de maman pour payer ses frais d'inscription et l'hôtel, prétendant qu'il gagnerait tout et plus encore. Maman avait un de ses mauvais jours, recroquevillée dans son lit avec une autre maladie mystérieuse, donc j'avais la maison pour moi toute seule.
Je m'étais toujours demandé pourquoi le bureau de Gérard était verrouillé. Il prétendait que c'était pour ses documents d'affaires importants, mais pour quelqu'un qui était soi-disant un homme d'affaires si prospère, il passait beaucoup de temps à la maison à regarder la télé et à crier sur les chaînes d'infos en continu. Peut-être que c'était les analgésiques qui me rendaient plus audacieuse ou peut-être que j'en avais finalement assez, mais j'ai décidé de crocheter cette serrure, l'université YouTube m'ayant appris tout ce que je devais savoir, et il s'avère que ces serrures sophistiquées que Gérard avait installées étaient en fait assez bon marché, tout comme tout le reste chez lui qui semblait impressionnant au premier coup d'œil. Ce que j'ai trouvé dans ce bureau a tout changé, et je dis bien tout. D'abord, il y avait les certificats de mariage, au pluriel. Gérard avait été marié 4 fois avant maman, pas les 2 fois qu'il avait mentionnées. Chaque mariage avait duré entre 2 et 4 ans, chacun s'était terminé par des ordonnances de protection. J'ai trouvé les documents, Barbara d'Alsace, Darlène de Bretagne, Suzanne du Nord et Marguerite de Lyon. Il y avait un schéma dans les lieux aussi, changeant toujours de région après chaque divorce, probablement pour éviter que quiconque ne compare ses notes. Mais ce n'était même pas le pire, j'ai trouvé des papiers montrant que Gérard percevait des allocations en mon nom en utilisant mon numéro de sécurité sociale. Il avait déposé des demandes dont je ne savais rien, empochant l'argent supplémentaire tout en me disant que mes allocations avaient été réduites. Il y avait des crédits à la consommation à mon nom que je n'avais jamais demandé, des prêts que je n'avais jamais contractés, ma cote de crédit que je reconstruisais soigneusement après quelques décisions stupides au début de ma vingtaine était détruite. Et puis j'ai trouvé les polices d'assurance décès, 3 sur maman, toutes souscrites l'année dernière, toutes avec Gérard comme seul bénéficiaire. Le paiement total si quelque chose arrivait à maman s'élevait à 2 millions d'euros. Pour une femme qui avait une santé de fer avant l'arrivée de Gérard, elle avait certainement été beaucoup malade ces derniers temps. Ces vitamines que Gérard insistait pour qu'elle prenne chaque jour, celles spéciales qu'il commandait en ligne parce que celles du commerce n'étaient pas assez bonnes, j'ai photographié chaque bouteille, chaque étiquette. Si vous êtes toujours avec moi à ce stade de mon histoire, je veux que vous sachiez à quel point votre soutien compte. S'il vous plaît, prenez une seconde pour vous abonner à la chaîne et appuyer sur le bouton j'aime. Le vrai gros lot a été de trouver l'ordinateur portable de Gérard, connecté et grand ouvert. Son email était une mine d'or de preuves, des conversations avec d'autres femmes sur des sites de rencontres où il était toujours actif, cherchant toujours de nouvelles victimes. Son profil prétendait qu'il était veuf. Maman n'était pas encore morte mais apparemment Gérard planifiait à l'avance, se décrivant comme un entrepreneur à succès sans enfant, cherchant une femme traditionnelle qui sait apprécier un vrai homme. J'ai failli vomir en lisant ça, et pas seulement à cause de la nausée post-opératoire. Il y avait des emails à un notaire concernant la vente de notre maison, la maison de maman, celle que papa avait payée avec son assurance vie pour que nous ayons toujours un toit. Gérard demandait des renseignements sur la tutelle, sur ce qui se passerait si maman devenait mentalement incompétente. Il y avait des recherches dans son historique de navigation sur les poisons indétectables, sur la façon de provoquer des crises cardiaques, sur la façon de faire ressembler des décès à des causes naturelles. Mes mains tremblaient tellement que je pouvais à peine tenir mon téléphone pour tout photographier. Je savais que je ne pouvais pas faire ça toute seule. Gérard nous avait isolés assez efficacement, les amis de maman venaient rarement. Les membres de la famille avaient été repoussés par le comportement grossier de Gérard lors des réunions, mais j'avais ses noms maintenant, ses ex-femmes, et en 2024 tout le monde laisse des traces numériques. J'ai trouvé Darlène en premier sur Facebook, son profil était verrouillé mais sa photo de profil la montrait souriante, tenant une pancarte qui disait « Survivante et épanouie ». Je lui ai envoyé un message avec juste le nom de Gérard et une photo de lui. En moins d'une heure elle a répondu avec 3 mots qui m'ont tout dit. Il en a eu une autre. Notre premier appel téléphonique a duré 3 heures, l'histoire de Darlène était étrangement familière, la romance tourbillon, le contrôle financier, les maladies mystérieuses, l'isolement. Elle s'en était sortie quand elle l'avait surpris en train de mettre quelque chose dans son café. Elle ne pouvait pas prouver que c'était du poison mais elle savait, le divorce avait été brutal. Gérard avait essayé de prétendre qu'elle était folle mais elle avait eu assez de documents pour obtenir une ordonnance de protection et garder sa maison, de justesse. Darlène était restée en contact avec Barbara et Marguerite. Suzanne était décédée officiellement d'une crise cardiaque mais Darlène avait des doutes. En une semaine, nous avions un groupe de discussion, partageant des preuves, comparant les chronologies, les schémas étaient indéniables. Gérard utilisait même les mêmes phrases avec nous toutes, les mêmes tactiques, le même calendrier d'escalade. Nous avons commencé à nous appeler le Club des survivantes de Gérard, ce qui semble plus drôle que ça ne l'était à l'époque.
Marguerite, qui était assistante juridique, a commencé à m'aider à comprendre quel genre de preuves tiendrait au tribunal. Barbara, qui était devenue avocate pour les survivantes de violences conjugales, connaissait toutes les ressources, toutes les bonnes personnes à appeler. Darlène, qui avait tout gardé de son mariage avec Gérard, chaque reçu, chaque email, chaque texto, avait des preuves montrant que c'était un schéma remontant à 15 ans. Pendant ce temps, je devais continuer à jouer mon rôle à la maison, je devais faire semblant d'être encore faible après l'opération, laisser Gérard croire qu'il avait le contrôle total. C'était le rôle le plus difficile de ma vie, surtout quand il faisait des commentaires sur la façon dont maman devenait plus malade. Comment nous devrions peut-être commencer à penser à des maisons de retraite médicalisée, comment il s'occuperait de tout quand elle serait partie, la façon dont il disait « quand » et pas « si » me donnait la chair de poule. Madame Tran d'accent grave côté avait remarqué le déclin de maman aussi. Sa fille Amélie était pharmacienne et quand je lui ai montré des photos des vitamines de maman, son visage est devenu pâle. Elle ne pouvait pas légalement me dire ce qu'elle pensait que c'était sans voir les vraies bouteilles, mais elle a dit que plusieurs des suppléments que Gérard donnait à maman pouvaient causer exactement les symptômes que maman ressentait et que les prendre à long terme pouvait causer une défaillance organique. Nous avions besoin de plus de preuves et vite. Maman s'affaiblissait chaque jour et Gérard devenait plus audacieux. Il avait commencé à parler d'une croisière qu'il voulait faire avec maman, juste tous les deux quelque part à l'étranger où, comme il le disait, tout pouvait arriver. La façon dont il le disait a fait que tout le monde dans notre groupe de survivantes était d'accord, nous devions agir avant cette croisière. J'ai commencé à tout enregistrer, chaque conversation, chaque repas où Gérard insistait pour préparer la nourriture de maman lui-même, chaque fois qu'il lui donnait ses vitamines. J'ai acheté de minuscules caméras en ligne, le genre qui ressemble à des chargeurs de téléphone ou des détecteurs de fumée, je les ai cachés partout, la cuisine, le salon, le bureau de Gérard, même une dans leur chambre déguisée en réveil numérique. Ce que j'ai capturé aurait été drôle si ce n'était pas si terrifiant. Gérard, quand il pensait être seul, répétait des conversations, il se tenait devant le miroir répétant ce qu'il dirait à la police quand maman mourait, il s'entraînait à pleurer, pratiquant littéralement de fausses larmes comme un mauvais acteur de théâtre amateur, il comptait de l'argent qui n'existait pas encore, faisant des plans pour après sa perte tragique, il pratiquait même ses mises à jour de profil de rencontre. Pour après une période de deuil appropriée qui, selon son calendrier, serait d'environ 3 semaines. La Ligue de bowling a fourni une pause inattendue, Gérard avait emprunté de l'argent à ses coéquipiers pour un investissement commercial soi-disant sûr, il avait convaincu Siga de lui donner leurs économies de retraite, promettant de tripler leur argent en 6 mois, les papiers qu'il leur montrait étaient complètement faux, je le sais parce que j'ai trouvé les modèles sur son ordinateur juste à côté de tutoriels sur la façon de falsifier des documents financiers et les meilleures régions pour. Les lois sur la bigamie, pas vraiment subtil ce Gérard. 3 mois après l'incident de l'hôpital, Gérard a fait son mouvement, il est rentré de la Ligue de bowling un mardi soir avec des papiers, des documents juridiques qui lui donneraient procuration sur les décisions médicales et financières de maman, il prétendait que c'était juste une formalité recommandée par le notaire puisque maman avait été si malade ces derniers temps. Le timing n'était pas une coïncidence, maman avait été particulièrement malade cette semaine-là après que Gérard a augmenté ses doses de vitamines, prétendant que la saison de la grippe arrivait et qu'elle avait besoin d'une protection supplémentaire. J'étais assise à la table de la cuisine, jouant toujours le rôle de la belle-fille faible en convalescence. Gérard a poussé les papiers vers moi avec un stylo qui coûtait probablement plus cher que tout ce qu'il avait jamais dépensé pour les cadeaux d'anniversaire de maman réunis. Il voulait que je sois témoin de la signature de maman, disant que ce serait mieux si la famille vérifiait qu'elle était saine d'esprit quand elle signait, l'ironie qu'il se soucie des apparences de légitimité tout en empoisonnant lentement ma mère ne m'a pas échappé. La main de maman tremblait alors qu'elle tendait la main vers le stylo, elle me regardait avec ses yeux vides comme si elle savait que quelque chose n'allait pas mais ne pouvait pas tout à fait comprendre quoi. Les vitamines que Gérard lui donnait, nous avions compris qu'elles comprenaient de fortes doses de suppléments qui pouvaient causer de la confusion et des problèmes de mémoire lorsqu'ils étaient combinés, parfait pour faire paraître quelqu'un mentalement incompétent. Je voulais crier, renverser la table, prendre ce stylo coûteux et le fourrer quelque part où Gérard aurait besoin d'une intervention chirurgicale pour le récupérer. Au lieu de cela, j'ai fait quelque chose de mieux, j'ai joué le jeu « Gérard », ai-je dit, prenant ma meilleure voix de fille confuse. Ne devrions-nous pas avoir le notaire ici pour quelque chose d'aussi important? Je veux dire, juste pour s'assurer que tout est légal et correct, tu es toujours si prudent avec ces choses. Son visage a eu ce tic intéressant,
Un mélange d'agacement et de tentative de paraître raisonnable, il ne pouvait pas argumenter sans paraître suspect, alors il a accepté d'organiser une signature appropriée pour la semaine suivante, ce qui nous donnait 7 jours. 7 jours pour sauver la vie de maman et mettre Gérard là où il méritait d'être. Le groupe de discussion des ex-femmes bourdonnait d'activité. Darlène avait trouvé quelque chose d'incroyable. Gérard avait fait exactement le même coup de la procuration avec Marguerite juste avant qu'elle n'ait son accident qui l'avait laissé hospitalisé pendant des semaines, l'accident qui avait fait de Gérard son décideur médical jusqu'à ce que la sœur de Marguerite arrive et fasse un scandale auprès de l'administration de l'hôpital. Barbara se souvenait de quelque chose de similaire, bien que dans son cas il s'agissait d'un transfert de propriété. Nous cartographions le livre de jeu de Gérard et c'était comme lire le manuel d'un tueur en série, sauf qu'au lieu de meurtre, c'était un assassinat financier et émotionnel au ralenti. Je dois vous parler de la découverte à la Ligue de bowling qui a tout changé. Rappelez-vous ces coéquipiers que Gérard avait arnaqués? Eh bien, l'un d'eux, Grand Dédé, et oui c'était vraiment son surnom, avec ses 130 kilos, avait un neveu qui travaillait dans la sécurité informatique. Ce neveu, Théo, était l'un de ces gars qui pourraient probablement pirater le Pentagone mais choisissait d'utiliser ses pouvoirs pour le bien, la plupart du temps. Quand Grand Dédé a découvert que son argent de retraite avait disparu, vraiment disparu, par investi dans une start-up magique, Théo s'en est mêlé, il a creusé un peu et a découvert que Gérard avait mené la même arnaque dans chaque région où il avait vécu. On parle de millions d'euros sur 15 ans, des douzaines de victimes. Mais voici où ça devient intéressant, Gérard n'était pas assez intelligent pour cacher sa trace numérique, il utilisait les mêmes mots de passe pour tout, Gérard Bowling 300 parce que bien sûr, les mêmes variations d'email, les mêmes faux noms d'entreprise. Théo a tout documenté, a créé un dossier qui ferait pleurer de joie la brigade financière tellement leur travail allait devenir facile. Pendant ce temps à la maison, les choses s'intensifiaient. Gérard a annoncé qu'il avait réservé cette croisière, 2 semaines dans les Caraïbes, juste lui et maman partant dans 10 jours, il avait déjà arrangé pour que je reste avec une tante à qui je n'avais pas parlé depuis des années, prétendant que j'avais besoin de soutien familial pendant leur absence. La tante, quand je l'ai appelée, n'avait aucune idée de ce dont je parlais. Gérard avait tout inventé, prévoyant probablement de prétendre que j'avais fui ou quelque chose de pire pendant leur absence. Les caméras que j'avais cachées capturaient de l'or, Gérard au téléphone avec quelqu'un discutant de la façon dont la situation serait bientôt résolue et comment le paiement de l'assurance rendrait tout cela valable, Gérard broyant des pilules et les mélangeant dans les shakes protéinés de maman, ceux qu'il insistait pour qu'elle boive pour prendre des forces. L'acte de veuf éploré de Gérard devenait plus élaboré, il avait même acheté un costume noir qu'il essayait tout en répétant son éloge funèbre pour maman. L'homme répétait ses funérailles alors qu'elle était encore en vie, dormant dans la pièce à côté. Si ce n'était pas si horrible, cela aurait été absurdement comique comme un méchant dans un mauvais téléfilm. La veille de la signature de la procuration prévue par Gérard, nous avons agi, cela devait être parfaitement coordonné. La brigade financière pour la fraude, les services sociaux pour maman, la police locale pour l'agression et la tentative de meurtre, et même le fisc, parce que devinez qui ne payait pas d'impôts sur tout cet argent volé? La Ligue de bowling a fourni l'opportunité parfaite. Le jeudi soir c'était les éliminatoires du championnat et Gérard n'aurait manqué ça pour rien au monde. Il pratiquait son lancer depuis des semaines, ennuyant quiconque voulait l'écouter avec des détails sur la trajectoire et l'huilage des pistes. Il a quitté la maison à 18h30, embrassant maman sur le front dans un geste qui aurait semblé doux si je ne l'avais pas vu mettre quelque chose dans son thé de l'après-midi 1 heure plus tôt. À 19h, notre maison s'est transformée en une scène de série policière, des agents judiciaires, la police locale, des travailleurs sociaux et des ambulanciers sont tous arrivés simultanément. Maman était confuse mais coopérative alors qu'il l'emmenait à l'hôpital pour évaluation et traitement. Les vitamines ont été saisies pour analyse, les ordinateurs, les documents, tout dans le bureau de Gérard a été mis en boîte comme preuve. Madame Tranda accent grave côté se tenait sur sa pelouse, filmant ouvertement tout sur son téléphone tout en fournissant des commentaires en vietnamien à ce que je suppose être toute sa famille à Saigon. Au bowling, une scène différente se déroulait, les policiers ont attendu que Gérard soit au milieu d'un lancer, il venait de faire ce qui aurait été un strike, sa forme parfaite, cette stupide bague de championnat brillant sous les lumières cosmiques du bowling, ils l'ont laissé finir. Les forces de l'ordre peuvent être mesquines aussi et j'ai apprécié, avant de l'approcher, toute la ligue a pu voir Gérard se faire lire ses droits, menotter et sortir devant le comptoir de location de chaussures.
Grand Dédé a commencé un lent applaudissement qui s'est transformé en ovation complète au moment où ils ont emmené Gérard à la porte. Mais la nuit de Gérard n'était pas finie, de retour à la maison ils avaient trouvé assez de preuves pour ajouter la tentative de meurtre aux charges. Les vitamines ont été testées positives pour plusieurs substances qui, combinées, pouvaient causer une défaillance des organes au fil du temps. Les polices d'assurance vie, les faux documents, les allocations d'invalidité volées, c'était un dossier de rêve pour le procureur. L'ordinateur portable de Gérard avait été saisi aussi avec toutes ses recherches sur les poisons indétectables et les accidents provoqués. Pour quelqu'un qui se croyait si malin, Gérard n'avait certainement pas compris qu'effacer l'historique du navigateur ne supprime rien en réalité. Théo, le neveu de Grand Dédé, avait créé un site web, alertarnaquegérard.com. Quelques heures après l'arrestation de Gérard, il a été mis en ligne avec des photos, de la documentation et des témoignages de victimes. Les coéquipiers de la Ligue de bowling n'étaient pas seulement en colère pour leur argent, ils étaient furieux d'avoir été pris pour des imbéciles. C'étaient des hommes fiers qui avaient travaillé toute leur vie, économisé soigneusement et Gérard les avait manipulés comme des pions. Le site a planté 3 fois cette première nuit à cause de tout le trafic. L'arrestation de Gérard a fait le journal de 20 heures. Le titre disait « Un homme de la région arrêté dans une affaire de fraude multirégionale et de tentative de meurtre », ce qui ne capturait vraiment pas toute la nature pathétique de ces crimes. Le matin, c'était devenu viral sur les réseaux sociaux. Quelqu'un au bowling avait filmé l'arrestation et la vidéo de Gérard essayant d'expliquer aux policiers que tout cela était un malentendu tout en portant ses ridicules chaussures de bowling est devenu un mème instantané. Son lieu de travail, oui Gérard avait vraiment un emploi de vendeur de voitures d'occasion chez un concessionnaire qui faisait beaucoup de publicité à la radio locale, l'a licencié par SMS pendant qu'il était encore en garde à vue. Son patron a dit plus tard aux journalistes que Gérard avait été leur pire vendeur de toute façon, passant la plupart de son temps à essayer de monter des magouilles parallèles avec les reprises des clients. La concession a en fait vu une augmentation des ventes. Après le licenciement de Gérard, avec des clients disant spécifiquement qu'ils étaient restés à l'écart à cause de lui. Les sites de rencontres ont été brutaux. Le club des survivantes de Gérard s'était assuré que ses profils soient mis à jour avec sa photo d'identité judiciaire et une note utile sur son arrestation. Des femmes qui lui parlaient ont commencé à partager leurs conversations en ligne. Une femme a posté qu'il lui avait demandé un prêt lors de leur deuxième rendez-vous pour aider aux frais médicaux de sa mère malade. Sa mère malade était morte depuis 15 ans. Mais la meilleure partie, la cerise sur le gâteau du karma, a été quand la Porsche de Gérard a été saisie. Il s'avère qu'il avait des mois de retard sur les paiements, jonglant avec les cartes de crédit pour faire les paiements minimum tout en disant à tout le monde qu'il la possédait. L'huissier s'est présenté pendant l'interview télévisée que l'avocat commis d'office de Gérard essayait de donner sur notre pelouse, le regard sur le visage de l'avocat alors que la Porsche était chargée sur la dépanneuse en arrière-plan pendant qu'il essayait de prétendre que son client était innocent était impayable. Le présentateur a même ri à l'antenne. La récupération de maman a été remarquable une fois qu'elle a arrêté les vitamines de Gérard. En une semaine ses couleurs sont revenues. Sa confusion s'est levée et elle a pu faire une déposition complète à la police. Le médecin a dit qu'un autre mois avec ses suppléments aurait pu causer des dommages irréversibles. Elle a pleuré quand elle a réalisé ce que Gérard faisait, mais ce n'était pas seulement des larmes de tristesse, il y avait du soulagement aussi, le soulagement de ne pas devenir folle, que sa maladie avait été réelle mais fabriquée. Les autres victimes ont commencé à se manifester. Des femmes de toute la France avaient des histoires. La police a créé une ligne dédiée qui a reçu plus de 200 appels la première semaine. Le schéma de Gérard était si constant que c'en était presque ennuyeux. Trouver des femmes vulnérables, les épouser ou emménager, prendre le contrôle des finances, les empoisonner lentement tout en mettant en place une assurance vie puis encaisser. La seule raison pour laquelle plus de femmes n'étaient pas mortes était que Gérard devenait généralement impatient et négligent, menant à des divorces au lieu de funérailles. La Ligue de bowling a formellement banni Gérard à vie, ce qui peut sembler mineur par rapport aux accusations criminelles, mais pour Gérard c'était dévastateur. Son avocat a même dû l'empêcher d'appeler le président de la Ligue depuis la prison pour plaider sa cause. La Ligue est allée plus loin en créant la règle Gérard, exigeant des vérifications d'antécédents financiers pour quiconque emprunte de l'argent au fonds de prêt de la Ligue. Grand Dédé a pu l'annoncer au tournoi suivant sous une ovation debout. Les groupes Facebook locaux s'en sont donnés à cœur joie. La photo d'identité de Gérard est devenue la photo de profil d'un groupe appelé « Survivre au pire de la ville » où les gens partageaient des histoires de ces diverses arnaques au fil des ans. La dame qui tenait la brasserie a posté qu'il ne laissait jamais de pourboire.
se plaignait toujours pour avoir de la nourriture gratuite et avait une fois essayé de payer avec un chèque d'un compte fermé. La bibliothécaire a partagé qu'il avait volé des DVD et essayé de les vendre au mont-de-piété. Même son coiffeur a ajouté que Gérard essayait toujours de négocier le prix d'une coupe à 15 €. Le procès a été presque anticlimatique après tout le reste. L'avocat de Gérard a essayé de plaider l'incompétence mentale, ce qui était ironique vu comment il avait essayé de faire déclarer maman incompétente. La procureure, une femme merveilleuse nommée Patricia qui portait des perles et avait une voix douce mais tranchante comme du verre brisé, a systématiquement détruit chaque défense. Elle avait des preuves littéralement et figurativement. Les preuves étaient si accablantes que le jury a délibéré pendant moins de 2 heures, déjeuner inclus. 15 ans, c'est ce que Gérard a pris, 15 ans pour fraude, tentative de meurtre, agression, vol d'identité et une poignée d'autres charges que le juge a énumérées comme une liste de courses. Gérard a essayé de faire une déclaration sur le fait d'être incompris, sur la façon dont il voulait seulement prendre soin de sa famille mais la juge l'a coupé au milieu de sa phrase. « Monsieur, la seule chose dont vous vous êtes occupé c'est vous-même, et vous ne l'avez même pas bien fait. » Maman a récupéré la maison libre de toute dette plus des dommages et intérêts du procès civil. Les autres victimes ont obtenu des règlements aussi, bien que pour certaines l'argent ne puisse pas défaire les dommages à leur santé et à leur confiance. Nous avons utilisé une partie du règlement pour refaire complètement la maison, en commençant par le bureau de Gérard que nous avons transformé en salle de couture où maman fait maintenant des courtes pointes pour le refuge pour femmes. Chaque courte pointe est un petit acte de reconquête de son espace et de sa vie. J'ai commencé à travailler avec un groupe de défense contre la violence domestique, partageant mon histoire et aidant d'autres familles à reconnaître les signes d'abus financiers et médical. C'est étonnant combien de gens pensent que la violence domestique concerne juste les coups physiques. Gérard m'a frappé une fois, oui, mais la vraie violence était la destruction lente et délibérée de nos vies, la cruauté calculée de ses manigances. La gifle à l'hôpital n'était que la partie visible d'un iceberg d'abus. Le club des survivantes de Gérard se réunit toujours, maintenant élargi pour inclure 12 femmes qui avaient été ciblées par lui au fil des ans. Nous prenons un brunch une fois par mois dans ce petit endroit qui sert des mimosas à volonté et ne juge pas quand Darlene devient un peu bruyante après son 3e verre. Nous rions maintenant, vraiment rire de choses qui semblaient si effrayantes à l'époque, comme la façon dont Gérard prétendait être allergique au gluten mais volait du pain quand il pensait que personne ne regardait ou comment il disait être un connaisseur de vin mais n'achetait que de la piquette en station-service. Madame Tran d'A accent grave côté nous a pratiquement adoptés. Elle apporte des nems tous les dimanches et s'assoit avec maman pour lui apprendre à jouer au mahjong tout en commérant sur le quartier. Sa fille Amélie nous a aidé à comprendre exactement ce que Gérard faisait avec ses suppléments et à témoigner au procès. L'autre Madame Nguyen, ma compagne de chambre à l'hôpital, a envoyé une carte disant qu'elle était fière de moi pour avoir tenu tête à cet imbécile à tête de boule de bowling. 6 mois après le procès, je marchais vers mon nouveau travail au centre d'aide aux victimes quand je suis tombée sur Sandrine, l'infirmière qui m'avait glissé cette carte sur la violence domestique à l'hôpital. Elle s'est souvenue de moi immédiatement, a dit qu'elle avait suivi l'affaire aux nouvelles. « Je savais que tu étais une battante », a-t-elle dit, « parfois on peut juste le voir. » Nous nous sommes prises dans les bras juste là sur le parking, 2 inconnus qui n'étaient pas vraiment des inconnus, connectés par un moment de gentillesse quand j'en avais le plus besoin.